Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Merci de nous retrouver pour l'épisode 69. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast culinaire et gastronomique. Au micro, c'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve en compagnie de notre grand expert Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc. Voilà, il ne veut pas que je lui donne son nom de famille et donc du coup, je l'appelle l'expert. Oui, bon, c'est un peu grandiloquent quand même. Hein. Bon, je dis ça parce que monsieur Guy, vous êtes un monsieur très, très discret. Et, oui, tout à fait. Je me permets justement de remercier Pierre qui, pendant l'époque de Noël, nous a envoyé un message et qui demandait qu'on nous envoie la photo. Je pense que j'en ai déjà parlé d'ailleurs. On est en train de pallier à ça justement. On a trouvé peut-être une solution pour quand même faire apparaître Guy d'une manière un peu plus romancée. On en reparlera. Autre chose, je voulais remercier Mara, que nous avons reçue dans l'épisode précédent. Elle a inauguré le bal sur Tipeee, sur notre page Tipeee. Merci pour ce geste qui est totalement, non demandé. Désintéressé, gratuit, don de soi, voilà. Tout ce que tu veux. Voilà. Alors, nous avons ouvert la production et le financement de ce podcast au public. Donc, si vous voulez vraiment que ce podcast continue et perdure et continue à gagner en qualité, vous pouvez aller faire un don à partir de 1 €. Vous pouvez le faire en une fois ou alors de manière récurrente, c'est-à-dire par mois. Je l'ai configuré par mois. Sur d'autres podcasts, ils utilisent Patreon et ils sont facturés par épisode. Alors, moi, j'aime pas trop Patreon parce que c'est en dollars. Moi, j'ai préféré Tipeee parce que c'est en euros. Et je sais qu'il y a pas mal de podcasts francophones indépendants qui utilisent Patreon et qui finalement se font financer pas par les impôts des Français comme Radio France, mais par tout simplement les Français qui contribuent directement. Donc leur grand Parce qu'il faut dire, Marc, que ça vous coûte. Oui, oui. Financièrement, le matériel, voilà. C'est un hobby, mais ça nous fait plaisir. Au final, on est content de le faire. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on est là. À peu près, oui. Je vois qu'il y a du public qui écoute. De temps en temps, on reçoit un email, ça fait plaisir. On reçoit un message et parfois, on reçoit même une évaluation sur iTunes. Ça fait super plaisir parce que on était resté bloqué à 9 sur le iTunes français et je vois que cette semaine, quelqu'un a été en mettre une. Alors, si vous voulez vraiment nous faire plaisir, une évaluation sur iTunes, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez le faire depuis votre téléphone. Je vous expliquerai ça en fin d'épisode, la procédure à suivre afin que ça apparaisse et que ça marche. Parce qu'ils ont mis à jour, avec le nouvel iOS, l'application podcast et c'est devenu un peu scabreux. Ils ont refait des mises à jour derrière. Bref, j'en parlerai à la fin de l'épisode. Parce que cet épisode-ci, on va parler de choses un peu plus intéressantes. On va commencer, disons que c'est le premier épisode où on se retrouve dans notre configuration habituelle, c'est-à-dire moi chez moi et Guy chez lui. Et grâce à la magie d'Internet, nous nous retrouvons ensemble. Donc les 2 derniers épisodes, on a eu l'occasion de parler ensemble et de partager avec vous un moment de dégustation comme on se le fait parfois pour se faire plaisir. Et puis une discussion qu'on a eue avec Mara. J'espère que tu as apprécié cette conversation, Guy. Tout à fait. Et c'était les deux seuls épisodes de toute notre longue série où nous étions en vis-à-vis pour réaliser l'épisode. C'était bien plus agréable que d'être chacun à 300 ou 400 kilomètres de distance. Mais enfin, on fait avec, comme on dit. Hein. Oui, mais tant qu'on n'a pas les sous pour pouvoir se payer le billet pour se rencontrer plus régulièrement. Pour se rencontrer chaque fois, évidemment, voilà. T'es obligé de faire avec les moyens du bord. Hein. Alors, pour commencer l'année avec cet épisode formel, Guy est venu avec l'idée de nous parler de bol de salade. Oui, en fait, il y a un tout grand concept qu'on voit maintenant sur Internet et même dans les revues, disons, de type revue féminine, qui s'appelle le Buddha Bowl. Et je trouvais un peu logique d'en parler, non pas tant pour vous donner des recettes, mais pour vous expliquer un petit peu ce qu'il est nécessaire de mettre et quelle est un petit peu la philosophie qui sous-tend ce Buddha Bowl. Alors, c'est assez récent. Bon, je dirais qu'il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, je pense, à vue donnée comme ça qu'on en parle. Et c'est un concept qui surfe au départ un petit peu sur la vague végane, retour à la nature, le goût des aussi produits, crudiste également, etc. Et puis ce concept a un petit peu évolué. Pourquoi ?
parce que on n'est plus que sur des produits crus. On a aussi des produits cuits. Au départ, on était dans une option un petit peu végane. Attention, uniquement des protéines issues de légumineuses, de végétaux, etc. Et puis maintenant, on a évolué. On va vers des produits d'origine animale. On met des œufs, on met éventuellement du poisson, on met éventuellement de la viande. Donc voilà, ça devient un petit peu, disons, plus complet. Et puis surtout, on peut adapter ce Buddha Bowl tout à fait à sa culture, à sa cuisine, à sa région et à toutes les saisons, parce qu'on pourrait croire que c'est un plat qui n'est réservé qu'à la belle saison, printemps, été, automne. Et en fait, on peut vraiment le consommer en toute saison. Il suffit de l'adapter. Oui, mais alors de quoi s'agit-il exactement ? Alors, le principe, c'est d'associer toute une série de produits dont je vais vous parler maintenant. En fait, quand vous envisagez de faire un Buddha Bowl, vous devez avoir en tête qu'il vous faut toute une série de choses qui soient des choses variées, tant au niveau de la texture qu'au niveau de la couleur et surtout qu'au niveau des apports nutritifs. Et c'est ça qui fait que le Buddha Bowl est finalement un repas tout à fait complet à lui tout seul. Parce que je regarde sur Internet, je tape Buddha Bowl sur images, je vois, ça ressemble grosso modo à une salade, quoi. En quoi c'est différent des salades dont on a déjà parlé auparavant ? Alors, la différence entre ce qu'on appelait les salades folles, et je vais quand même rappeler un tout petit peu ce qu'étaient les salades folles, c'était un concept qui est arrivé avec la nouvelle cuisine et qui date des années 70, 80 surtout. On fête les 50 ans de la nouvelle cuisine officiellement cette année en 2018. Oui, et là nous en reparlerons, je ferai un épisode, nous ferons un épisode, disons, sur la nouvelle cuisine, surtout sur ce qu'elle a apporté et sur ce qu'il en reste finalement. Mais pour reprendre un petit peu les idées de la salade folle, j'ai travaillé énormément de salades de type salade folle à l'époque où j'étais dans la restauration traditionnelle. C'était une salade mélangée, constituée de toute une série de feuilles. On pourrait dire maintenant du mesclun, mais à l'époque on ne l'appelait pas un mesclun. En tout cas, on ne l'appelait pas un mesclun dans les régions, disons, nordiques. C'était de la salade de blé, donc de la mâche. C'était de la trévise. Il y avait de l'endive. Il y avait de la frisée. Il y avait des cœurs de scarole, il y avait éventuellement de l'iceberg. Et alors on réalisait avec ça un assaisonnement de type vinaigrette translucide, donc c'était plutôt un assaisonnement sel, poivre, huile et vinaigre bien choisi, typé généralement. On ajoutait un petit peu de légumes, du style pointe d'asperges, haricots verts, des choses comme ça. Et puis, on mettait soit du fromage de chèvre, soit du foie gras, soit des écrevisses, soit du saumon fumé. Donc, on agrémentait cette salade d'un peu toutes sortes de choses. Et on présentait ça sous forme d'un buisson où il y avait une recherche au niveau de la couleur, mais tout était mélangé. Il y avait évidemment un goût qui était extrêmement intéressant, mais il y avait, je dirais, un mélange du tout. Ça formait une espèce de tableau de camailleux de couleurs comme ça, avec du vert, du brun, du rouge, du jaune, de l'orange, et c'était très beau. Par contre, le Buddha Bowl, lui, il privilégie plutôt les choses, mais de manière juxtaposée. Donc, vous avez toute une série de produits qui sont mis les uns à côté des autres. Éventuellement, il y en a un seul, et j'en reparlerai, qui peut être mis en dessous des autres et servir de base. Et puis, l'idée, c'est de picorer un petit peu de tout, alternativement, quitte à croiser les choses. Vous pouvez très bien manger un morceau d'avocat avec un morceau de saumon fumé, par exemple. Et alors, vous avez une sauce qui n'est pas une sauce translucide, en règle générale, c'est plutôt une sauce opaque. Et ça, j'en reparlerai également, donc du style, soit une mayonnaise très allongée, soit une vinaigrette blanche, soit une sauce au yaourt, on peut avoir plusieurs sortes de sauces. Donc la philosophie est un petit peu différente parce qu'en fait, il y a énormément de produits qui peuvent entrer dans le Buddha Bowl en fonction, je dirais, de leurs caractéristiques. Ok, mais ça se mange en plat principal ? Alors ça se mange généralement en plat de midi. Okay. Et alors, bien souvent, le plat de midi est un plat principal. Maintenant, rien n'empêche de le manger le soir. Je dois quand même avouer que ce que la salade folle a apporté, parce que mes parents servaient dans leur établissement dans les années 80 une salade qu'ils appelaient salade folle et qui ressemblait de loin à ce que tu viens d'en décrire. Mais c'était à l'époque, donc effectivement, un apport de la nouvelle cuisine qui était révolutionnaire parce que jusqu'à l'apparition de la nouvelle cuisine, la salade n'était qu'un accompagnement. En cuisine française. C'est un petit peu faux. Alors, dans la cuisine, disons, des années 60, effectivement, la salade, en tout cas en Belgique, c'était un accompagnement. Il faut penser au fameux poulet frites salade, il faut penser au beefsteak frites salade, où vous aviez comme ça une seule salade qui était mise à l'honneur, c'était bêtement la laitue.
On servait d'ailleurs classiquement cette salade sur une assiette à part, bien souvent. Alors c'est un petit peu plus subtil. Quand est-ce qu'on mettait la salade sur une assiette à part? Eh bien, on la mettait quand le plat principal était chaud. Hein. Alors Oui. on apprenait ça en école hôtelière. Si vous aviez un poulet rôti frites salade, on mettait le poulet et les frites, qui sont les deux produits chauds, sur l'assiette chaude, l'assiette principale, et on mettait sur une assiette à entremets à côté, à gauche, on mettait la salade qu'on venait de mélanger devant le client. Bon, ça c'était en service à la russe. Alors il y avait une salade qu'on appelait la salade mixte. Alors la salade mixte, c'était une salade qui avait une certaine, une certaine réputation. En quoi consistait-elle? Eh bien, c'était pour 4 personnes le cœur d'une laitue, une belle botte de cresson. Bien sûr, on prenait la partie des feuilles, pas la partie des queues ou des tiges. Une tomate mondée coupée en quartiers, un œuf dur. On mettait 2 ou 3 jeunes oignons finement émincés, et puis une vinaigrette ou une mayonnaise au choix du client. Et bien sûr, il fallait sur l'assiette que chacun ait un peu de salade, un peu de laitue, un peu de cresson, un peu de tomate, un peu d'œuf dur, un peu de jeunes oignons. Ça ressemble Et bien plus à sûr une que entrée, l'assaisonnement. Non, mais c'était la salade d'accompagnement du steak frites salade ou bien du poulet frites salade, quand on voulait, disons, faire les choses autrement et un peu mieux que de mettre uniquement de la laitue. C'était ce qu'on appelait une salade mixte. Mais effectivement, on ne mangeait plus la salade que sous cette forme-là. Alors bien sûr, il y avait les buffets de crudité qui accompagnaient, les charcuteries, qui accompagnaient les pâtés. Ça, c'était dans les années 50 et 60. Alors les buffets de crudité ont toujours, perduré, surtout dans les formules de style, relais routiers, etc., restaurants qui ont une formule... restaurant, mais qu'une formule de midi du style un plat principal, et puis avant ça, il y a l'accès libre au buffet de crudité. Vous avez ça également dans les restaurants de type Pizza Hut, etc., où vous avez la pizza au choix, et puis avant ça, vous avez l'accès au buffet de crudité. Justement, le buffet de crudité, le buffet de salade, c'est plus pour les entrées, quoi. C'est plus pour les entrées, voilà. J'ai jamais vu quelqu'un prendre le buffet de crudité et ne manger que ça. Exactement, voilà. Il ne laisse pas l'option de ça. Tout à fait. Et alors, en fait, on oublie un petit peu, c'est que dans la cuisine classique française, si on consulte un livre de référence dont on a déjà parlé, qui est le Gringoire et Saulnier, vous avez en fin de 19e et début 20e siècle, dans la cuisine classique, des dizaines de recettes de salades variées. Les salades étaient vraiment des plats d'entrée, mais qui étaient demandés en tant que tels. Et on est étonné de la nouveauté de certaines de ces salades, parce qu'on s'imagine que les salades dans lesquelles on met de l'orange ou de l'avocat, que c'est récent, mais pas du tout. J'ai déjà été extrêmement étonné de voir qu'il y avait des salades avec des quartiers d'orange, avec de l'avocat. Alors l'avocat, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque. Est-ce que vous savez comment on appelait l'avocat à cette époque-là? Alors ça fait référence à la forme d'une part, et ça fait référence à un animal dont la peau ressemble un peu à celle de l'avocat. Et il faut savoir que un truc comme ça. Ah non, mais bon, allez. On n'est pas loin. C'était en fait des salades qui étaient répertoriées dans la liste des salades américaines. Pourquoi? Parce que l'avocat est américain. Parce que l'avocat est américain d'une part, mais je dirais surtout des salades américaines, parce que justement, il y avait déjà des associations un petit peu étonnantes. En fait, ça s'appelait la poire alligator. Ah oui. Ah oui. Donc l'alligator, c'est espèce de crocodile qui vit en Floride, en Amérique. Et alors la poire, forcément, l'avocat, quand même, la forme d'une poire. Mais l'avocat est apparu et s'est démocratisé chez nous, justement, avec la nouvelle cuisine. Effectivement, l'avocat, le kiwi, mais l'avocat surtout, c'est un produit qui est arrivé, je dirais, massivement dans les années 70, 80. On a commencé à avoir de l'avocat un petit peu à toutes les sauces. Et ça, nous referons un épisode prochainement sur l'avocat, puisque nous en parlerons pour la Saint-Valentin. C'est ce qu'on avait programmé. Oui, on en parlera. Oui, parce qu'évidemment, nos auditeurs ne savent pas, c'est que nous programmons maintenant tous nos épisodes de manière à essayer de coller un petit peu à la réalité des dates au fur et à mesure qu'elles arrivent. Voilà. Alors pour revenir au Buddha Bowl, voilà. Oui. Alors, le bowl de Bouddha, est-ce que c'est sain ou c'est équilibré? Eh bien, évidemment, il y a de termes qui sont différents. Nous dirons que le concept de sain, il faudrait l'appliquer à toute la cuisine. C'est-à-dire que les produits qui sont utilisés pour réaliser de la cuisine, que ce soit le Buddha Bowl ou d'autres recettes, doivent être sains. Donc, ils doivent être corrects d'un point de vue de leur état sanitaire. C'est ce qu'on attend, c'est la moindre des choses. C'est quoi un produit sain exactement? Alors, un produit sain, qu'est-ce que c'est? C'est pas un produit qui a été béatifié, hein?
Non, 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 non. C'est un produit qui vous apporte des bienfaits d'un point de vue nutritionnel. Bon, bien sûr, il y a la composition du produit lui-même, ça c'est une chose, mais il y a surtout le fait que, allez, faisons un petit peu une différence au niveau des légumes, on va comprendre facilement. Vous allez acheter des légumes pour faire un plat au magasin, ou bien vous avez un jardin et vous cueillez les légumes vous-même que vous avez cultivés. Ben, quand même beaucoup plus de chances pour que le légume que vous allez cueillir à 11 heures, nettoyer à 11h30 et manger à midi, soit beaucoup plus sain, ne serait-ce que par son apport en vitamines, par exemple, qu'un produit qui a été cultivé dans un champ à 2000 km de chez vous, De qui a manière été cueilli intensive, avec plein de intensive, pesticides. bien sûr, qui a été cueilli encore vert ou à moitié mûr, qui est transporté, je dirais, après avoir été trié, calibré et tout ce qu'on veut, qui arrive dans votre supermarché, qui reste encore là 2-3 jours et que vous achetez. Il est évident que les teneurs en éléments, je dirais, nutritionnels d'un produit qui a déjà passé 4 ou 5 jours, je dirais, entre le transport et l'étalage, est moins sain, en principe, qu'un produit que vous cueillez vous-même et que vous consommez dans la demi-heure. Bon. Maintenant, il faut bien faire avec. Tout le monde n'a pas forcément un jardin à côté de chez soi. Alors ça, c'est le concept de ça. Maintenant, il y a l'autre aspect qui est l'équilibre. Alors l'équilibre, qu'est-ce que c'est? C'est veiller à ce qu'un plat contienne intrinsèquement toutes les choses dont nous avons besoin. Alors, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de protéines, nous avons besoin de fibres, nous avons besoin d'hydrates de carbone qu'on appelle également les glucides, et idéalement, un maximum d'hydrates de carbone qui soient des hydrates de carbone à digestion lente et un tout petit peu à digestion rapide. Et ensuite, il faut qu'il y ait des bonnes graisses. Alors, je pense que pour ça, le Buddha Bowl permet, à condition de choisir évidemment les produits qu'on met dedans, d'avoir toutes ces notions réunies dans un seul plat. Étant donné que les protéines, vous allez pouvoir les équilibrer comme je vais vous expliquer, que les matières grasses, vous allez de nouveau pouvoir aussi les équilibrer, puisque vous pouvez très bien n'avoir que très très peu de matières grasses animales qui sont quand même réputées pour ne pas être trop bonnes, et un maximum de matières grasses d'origine végétale. Au niveau des glucides, vous pouvez privilégier, comme on va en parler, les hydrates de carbone plutôt lents sous forme de fibres et de légumineuses, sous forme de légumineuses, par exemple, et de graines. Et alors très très peu d'hydrates de carbone rapides, parce que les fruits, vous allez les mettre, mais uniquement pour ponctuer un petit peu l'assaisonnement. Et vous allez voir, ça peut se faire très facilement. Vous pouvez même ne pas en mettre. Alors, si vous voulez, nous allons passer en revue un petit peu tout ce qu'on met dans un Buddha Bowl. Ah oui, qu'est-ce qu'on peut mettre? Parce que je regarde les photos, là, il y a vraiment de tout. Il y a un peu de tout. C'est du micmac. Voilà. Ça ne demande pas vraiment de grandes compétences culinaires pour préparer ça. Ça ne demande pas de grandes compétences, mais par contre, ce que vous devez faire, c'est respecter approximativement toutes les indications que je vais vous donner. C'est-à-dire que vous devez avoir, je dirais, en tête une liste de choses de manière à ce que ce soit varié. Alors, Qu'est-ce qu'on met dans un Buddha Bowl? Ce qui frappe tout d'abord, ce sont les légumes feuilles. Alors, les légumes feuilles, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les légumes généralement qu'on consomme en tant que salade. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la mâche, on a le cresson, on a les épinards, on a toutes les salades possibles et imaginables. Donc, ça va depuis la trévise, la romaine, la frisée, l'endive, la scarole. Les gens achètent les mix dans des sachets tout faits maintenant. Les gens peuvent acheter des mix, mais on peut aussi n'acheter que, par exemple, une salade romaine ou une iceberg, par exemple. On n'est pas obligé d'acheter des mix tout faits. On peut encore apprendre à utiliser convenablement une scarole. Alors, comment fait-on? On achète une scarole qui est généralement une salade d'assez grande dimension. On prend le cœur, donc la partie jaune et vert très claire qu'on va garder pour un plat de crudité parce que cette partie-là est beaucoup plus tendre et plus intéressante d'un point de vue gustatif. Et puis, je dirais, les gros 2/3 ou les 50% extérieurs de la salade, on va les récupérer, on va les laver bien sûr soigneusement, et puis on va les cuire et on va faire un stoump au scarole par exemple. Vous voyez? Oui. Et bon, à ce moment-là, avec une salade qui vous coûte maximum 1,50 €, je dirais en criant très très fort pour une énorme 2 €, mais là c'est vraiment quand ils gèlent et qu'elles sont très chères, vous avez de quoi faire 2 repas à 4 personnes avec une salade. Donc parfois ça vaut la peine de ne pas acheter les choses dans des petits sachets qu'on paye évidemment très très cher au kilo. Alors donc vous avez donc tous ces légumes feuilles, vous avez besoin également de féculents. Alors les féculents, par quoi vont-ils être amenés? Par tout ce qui est les pâtes, le riz. N'oublions pas toutes les pâtes chinoises par exemple, toutes les pâtes orientales. Vous allez avoir également, donc je disais, le riz, vous allez avoir les pommes de terre. Vous pouvez mettre avec le féculent les patates douces.
Et puis toutes les céréales de type plus ou moins oriental ou sud-américaine. Le quinoa, bien entendu. Mais vous avez également le boulgour, vous avez également le couscous, vous avez également les pâtes grecques. Le truc super à la mode, c'est le quinoa maintenant. Tout le monde mange. Vous avez donc bien sûr le quinoa, ça je viens d'en parler. Oui. Alors vous avez des mélanges quinoa froment, des quinoa orge, etc. Donc tous les féculents, ça va être ça. Et puis, pas loin des féculents, vous avez ce qu'on appelle les légumineuses. Alors, les légumineuses, finalement, c'est un petit peu un mixte entre un produit qui vous amène du féculent et qui vous amène également des protéines. Alors, dans les légumineuses, on va classer tout ce qui est, par exemple, pois chiches, tout ce qui est les haricots blancs, non pas les haricots, je dirais frais, mais tous les haricots secs qui ont été cuits. Alors là, vous avez une variété incroyable. Si on a un supermarché qui est bien achalandé, on a jusqu'à une dizaine de variétés très facilement. On a les petits blancs, on a les blancs ordinaires, on a les rouges, on a les noirs, on a tous les marbrés, on a le gros haricot de Soissons. Et on pourrait même mettre dans les féculents, donc je dirais de type légumineuse, tout ce qui est fèves des marais. Donc vous voyez, on a vraiment toute une série de produits comme ça qu'on trouve très facilement dans le commerce. Moi, je conseille, malgré tout, pour une question de rapidité et de facilité, c'est de les acheter en conserve et pré-cuits, enfin cuits. Donc, ne pas commencer à dire je vais les faire tremper 24 heures, je vais les cuire. Bon, on n'a plus vraiment le temps. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais on n'a plus vraiment le temps. Donc, il vaut mieux les acheter pré-cuits et ça permet de changer de variété très régulièrement. Alors, des légumineuses qu'on oublie généralement et qui sont très, très intéressantes, ce sont toutes les lentilles. Ah oui. Alors, il y a les lentilles vertes, les lentilles noires, les lentilles roses, les lentilles jaunes, les lentilles oranges. Et il faut reconnaître, il y en a quand même une qui sort du lot malgré tout. Ce sont les lentilles vertes du Puy, ce sont des lentilles françaises. Aussi bien pour leur goût que pour leur texture, que pour leur saveur. Elles ont le gros avantage, c'est qu'elles ne se défont pas à la cuisson. Elles restent quand même assez belles après cuisson, alors que parfois d'autres types de lentilles, bon, entre le passage du pas assez cuit au passage suffisamment cuit, ben on a le passage en purée et ça c'est pas intéressant. Ouais. Donc les lentilles vertes du Puy, par contre, qui sont une appellation d'origine en France, sont vraiment très qualitatives et on les trouve elles aussi bien à l'état sec et qu'on doit cuire soi-même que pré-cuite et en conserve. Donc la lentille est vraiment un produit à favoriser. Pas les lentilles de contact. Et alors l'autre gros avantage des lentilles, c'est que c'est un produit qui est naturellement assez riche en fer. Donc pour les personnes qui seraient un petit peu anémiées et au sortir de l'hiver, ça peut être intéressant. Je me souviens d'une époque où on en servait beaucoup dans les cantines en France. Tout à fait, on en servait énormément des lentilles. Oui. Alors vous avez les légumes de chair crus et cuits. Alors qu'est-ce qu'on appelle légumes de chair? Ce sont donc des légumes qui ne sont pas des feuilles, comme les premiers précités. Ce sont des légumes qui ne sont pas non plus des légumineuses. Ce sont tous les légumes entre guillemets qu'on connaît habituellement. Et c'est quoi? Ce sont les choux, par exemple, le chou-fleur, le chou romanesco. Ce sont le brocoli, bien sûr. Alors, vous avez également tout ce qui est la tomate, tout ce qui est carotte, tout ce qui est panais. Donc, les racines. Les racines, le navet, bien entendu. Les cucurbitacées. Les cucurbitacées, la betterave rouge. Donc tout ce qui est concombre, tout ce qui est cornichon, etc. Alors la betterave rouge, alors les betteraves, il en existe maintenant toute une série de variétés. Il y a des betteraves roses, il y a des betteraves marbrées blanc et rose, il y a des betteraves marbrées blanc et rouge. Vous avez des betteraves qui sont quasiment noires tellement elles sont foncées. Vous en avez d'autres qui sont plus claires. Alors certains de ces légumes évidemment peuvent se manger crus. D'autres peuvent se manger cuits ou doivent se manger cuits. Alors la seule différence, je vais dire, entre le cru et le cuit dans ce cas-là, c'est une question de taille. Bon, vous allez comprendre facilement. Quand vous faites des carottes crues, vous les faites en fines juliennes ou râpées. Mais vous ne les faites pas en gros morceaux, sauf si c'est des bâtonnets pour tremper à l'apéritif dans la sauce cocktail, mais en général, on ne les fait pas en gros morceaux. Le chou-fleur, par exemple, c'est la même chose. On fait des petits bouquets qu'on peut tremper dans de la sauce froide, mais en général, le chou-fleur, quand on fait des morceaux plus gros, on le cuit d'abord à l'eau bouillante salée pour qu'il soit, attendri. Donc là, vous avez le choix des légumes. Les poivrons, tu les mets là aussi? Alors, les poivrons, on les met là aussi. Alors là, vous avez de nouveau 5-6 variétés sans aucun problème. Vous allez avoir, bien sûr, le rouge, le vert, le jaune, mais il y a également l'orange. Il y a des poivrons plutôt un peu violets. Vous avez même des poivrons un peu de type poivron blanc.
Donc vous avez, bon, ils sont bien sûr beaucoup plus rares, hein, mais vous avez toute une série comme ça de couleurs qui peuvent être utiles. Et alors au niveau des tomates, bien sûr, hein, vous avez les tomates traditionnelles rouges, vous avez des jaunes, vous avez des vertes, vous avez des noires. Maintenant, vous avez, je dirais, les grosses tomates de type cœur de bœuf. Vous avez les tomates, je dirais, en forme de poire. Vous avez les tomates en forme d'olive. Vous avez les tomates perles, vous avez les tomates cerises. Donc au niveau des tomates, maintenant, quand on est en pleine saison des tomates, on a, je dirais facilement, 15-20 variétés de tomates différentes qui sont possibles et imaginables. Donc ça, c'est au niveau des légumes, des légumes de chair. Je vois qu'il y en a qui mettent aussi des patates douces. Alors bien sûr, les patates douces, ça vous la rangez dans la catégorie plutôt des féculents en ce moment-là. Oui, ça va. Donc les légumes de chair, voilà, ben, il en faut également. Alors, il y a encore d'autres produits, bien entendu, hein. Vous avez tout ce qui est pousses et germes. Alors, les pousses et les germes, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu à la mode maintenant, depuis quelques années. Vous allez dans n'importe quel supermarché correctement achalandé, ben vous en avez déjà facilement 3 et 4 en vente, trouvez que les germes de soja. Maintenant, vous avez des germes de betterave rouge, des germes de poireaux, des germes d'asperges, des germes de petits pois, et toutes ces jeunes pousses, tous ces germes-là, maintenant, sont colorés de manière différente. Certains contiennent encore la petite graine qui les a vus naître, d'autres pas, et ça donne un effet assez intéressant, je dirais essentiellement au niveau de la décoration, hein. C'est joli. C'est très joli. Alors, vous avez les protéines. Alors, à l'origine, ben, les protéines, elles étaient uniquement fournies par les légumineuses et éventuellement par du tofu, hein, puisque le plat est un petit peu à connotation orientale dans ses origines. Alors, le tofu, ici en Europe, on est un petit peu limité, sauf à aller dans un magasin vraiment spécialisé, mais on est un petit peu limité, je dirais, à 2 variétés, le tofu qui est un petit peu ferme et celui qui est un peu plus tendre. Maintenant, si on va dans des magasins orientaux et qui font de l'importation, il y a autant de tofu en variété qu'il y a de fromage, je dirais, nous qui connaissons le fromage et pour lesquels les Asiatiques considèrent le tofu un peu comme leur fromage à eux. Voilà, le choix de tofu est tofu. Oui, et tofu, hein, vous avez des tofus qui sont fermentés et qui ont même à l'extérieur une couche de moisissure blanche, un peu comme notre camembert, hein, ce sont les tofus soyeux, etc. Bon, ça c'est pour les tofus. Maintenant, moi je ne suis pas personnellement un très grand adepte du tofu, mais je sais le manger et je trouve qu'il peut avoir sa place dans un Buddha bowl à l'occasion, il n'y a pas de problème. Alors les autres protéines, elles sont maintenant fournies également par les œufs. Alors sous quelle forme mettons les œufs? On les met sous forme de cuit dur ou de cuit un rien moins que l'œuf cuit dur. Alors, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de cuire l'œuf un tout petit peu moins que lorsqu'il est dur, parce qu'il a un meilleur aspect, il est plus digeste, et il est gastronomiquement parlant plus intéressant parce qu'il n'a pas ce goût de soufre qui donne le mauvais goût aux œufs qui sont cuits un petit peu trop, donc l'hydrogène sulfureux. Lorsque vous voyez et qui fait péter, et que ça sent pas toujours très bon d'ailleurs, hein, c'est lorsque vous avez à la jonction entre le jaune et le blanc, vous avez cette espèce de petite couche un petit peu vert de grisâtre comme ça, et là c'est signe que l'œuf a été un peu trop cuit. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mangeable. Ah ben bien sûr, tout à fait, mais on cuit l'œuf plutôt 9 minutes ou 8 minutes plutôt que 10, à partir du moment où on le met dans l'eau bouillante, et à ce moment-là, on n'a pas le problème et on a un œuf qui est encore un petit peu, disons, liquide à l'endroit du jaune. Est-ce qu'on pourrait brouiller l'œuf et puis mettre les brouillures dans... Moi, on pourrait le faire, mais on peut le faire, évidemment, hein, mettre une cuillerée d'œuf brouillé. Maintenant, personnellement, je ne le ferai pas. Je préfère regarder l'œuf en 2 demi qui donne une très belle présentation. Mais pourquoi pas, ça pourrait se faire. Hein. Mais en effet, je regarde, il y a beaucoup de photos où justement ils mettent l'œuf et il est coupé en 2 et on voit l'intérieur qui est encore un peu cru. Un peu cru comme ça, voilà. Dans beaucoup de suggestions de présentation, donc ouais. Et puis, du fait que vous mettez, alors je rappelle, hein, quand on fait un repas, 100 grammes de protéines brutes, c'est-à-dire en réalité 20 grammes de protéines pures, est suffisant par prise alimentaire. Or, l'œuf, vous avez déjà, le poids d'un œuf, c'est une 50aine de grammes. Hein. Donc, vous avez déjà la moitié de vos protéines. Considérons que les légumineuses, on va en faire abstraction pour ne pas avoir de calcul trop compliqué. Il va vous manquer 50 grammes de viande ou équivalent, que ce soit de la viande ou que ce soit du poisson. Et alors, le Buddha bowl est un grand plat de, comment dirais-je moi, d'utilisation des restes. Pourquoi? Il va vous rester du rôti de porc. Il va vous rester de la dinde de Noël. Il va vous rester de la dinde de Noël. Il va vous rester du poulet du dimanche. Hein. À la limite, avec une cuisse de poulet que vous avez eu en trop le dimanche, vous pouvez faire l'équivalent de 2, 3, voire même 4 portions de Buddha bowl et vous aurez suffisamment. Il n'y a pas de problème.
Il suffit de décortiquer convenablement la viande, de la concasser légèrement ou de l'effilocher, et elle va très très bien aller dans votre Buddha bowl et vous aurez suffisamment de protéines pour un repas équilibré sans aucun problème. Hein. Donc les protéines, voilà comment vous pouvez les amener, hein, soit viande, soit également poisson. Vous pouvez très bien mettre un peu de poisson fumé, ça marche très bien. Il y a des poissons qu'on ne privilégie pas suffisamment dans notre alimentation, et pourtant ils sont extrêmement intéressants et ils ne sont pas chers. Ce sont les poissons gras du rayon de la saurisserie. Tu veux dire les sardines? Les sardines, mais pas seulement les sardines. Les Moi je pilchards? pensais... Non, ça ce sont des poissons en conserve. Oui. Moi je pensais plutôt aux poissons type maquereau fumé par exemple. Ah oui. Ah, c'est bon ça. Moi, j'adore le maquereau fumé. C'est un poisson qui est très riche en matières grasses, mais le gros avantage, c'est que ce sont de très très bonnes matières grasses pour le corps humain, parce que le rapport dans tous les oméga est un des meilleurs qui soit. Et on conseille, pour faire baisser le mauvais cholestérol, de manger des poissons gras. Bien sûr, les sardines évidemment, mais le maquereau est un des meilleurs poissons qu'on puisse utiliser. Et en plus, le maquereau est un poisson qui n'est pas cher du tout. Ah non, en Belgique, en tout cas dans les pays qui bordent la mer du Nord, c'est très bon marché. Le maquereau de type maquereau fumé est un poisson qui est quasiment donné, quoi. Et ça, vous pouvez très bien l'utiliser. Alors forcément, vous allez mettre un œuf dur par bol et vous allez mettre 50 grammes de maquereau. Ça coûte rien, quoi. C'est donné. On peut également mettre évidemment des crustacés. Hein, on peut très bien mettre des crevettes. Des crevettes grises, des crevettes roses. Bien sûr, si on est très riche, on peut mettre du homard, de la langouste, mais je dirais que ce n'est même pas nécessaire. Vous mettez simplement, et vous savez, ça n'a l'air de rien, hein, mais 50 grammes de crevettes grises qui sont par exemple mises en saupoudrage du plat, ça va faire beaucoup, hein, 50 grammes. Parce que les crevettes sont très petites, donc avec 50 grammes, on en a énormément, et on a l'impression qu'il y en a énormément. Hein. Ah oui. Ah oui, ça c'est ça qui est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut également mettre? On peut également mettre ce qu'on appelle des fruits secs. Alors, je fais une différence entre les fruits secs et les fruits séchés. Moi, quand je parle de fruits secs, je parle de quoi? Je parle des noix, je parle des noisettes. Oui, j'oubliais, tiens, revenons un petit peu aux protéines, je n'en ai pas dit suffisamment, mais vous avez également tout ce qui est fromage. Hein. J'ai parlé du tofu comme fromage oriental, entre guillemets. J'allais oublier de parler un peu du fromage de type européen. Vous pouvez très bien, dans un Buddha bowl, mettre par exemple des Roquefort, par exemple. Hein. Ça va très très bien marcher. On pourrait mettre des cubes de Gouda, on pourrait mettre les Mental, on pourrait mettre du Comté. Et alors, autre chose auquel on ne pense pas, parce que ça sort quand même un tout petit peu de la philosophie du Buddha bowl, mais des lardons fumés, des lardons salés sautés. Hein. Ah oui. À ce moment-là, évidemment, il faut les mettre au dernier moment, parce qu'ils doivent encore être tièdes. Idéalement, il ne faut pas les mettre et qu'ils soient refroidis. C'est un petit peu moins bon. Mais on oublie un petit peu qu'on pourrait mettre tu vas jusqu'au gésier aussi, alors? Très bien, on pourrait mettre du gésier confit. Mais de nouveau, le gésier confit, quand c'est froid, c'est pas génial. Hein. Il faut le mettre quand c'est tiède. Donc là, du foie gras. On pourrait mettre du foie gras. Mais donc, dans ce cas-là, j'ai fait une petite mise en parenthèse. C'est qu'on peut mettre évidemment donc des lardons et qu'on peut mettre des gésiers confits, mais il faut mieux les ajouter à ce moment-là, chaud au dernier moment. Okay. Donc, je reviens à mes fruits secs. Alors, qu'est-ce que j'entends par fruits secs? J'entends tout ce qui est noix, noisettes, amandes, pistaches, pignons de pain, légèrement torréfiés, noix de pécan, noix de cajou. Donc, tous les fruits réellement qui sont des graines de fruits qui sont séchés, qui sont secs, et qu'on considère généralement comme ce qu'on appelle des fruits secs. Alors le gros avantage de ces fruits secs-là, c'est qu'ils amènent aussi de bonnes graisses. Hein, donc il est connu que les noix sont très bonnes également pour le cholestérol, les amandes, etc. À condition de ne pas en consommer trop. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qui sont généralement très riches, et qui dit riche dit beaucoup de matière grasse malgré tout. Même si elle est bonne, elle est quand même présente. Il faudrait pas en abuser. L'excès nuit en tout. L'excès nuit en tout. Néanmoins, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre 100 grammes de noix par personne pour en avoir le goût. Hein. On peut en mettre que 4 ou 5 et c'est largement suffisant. Et alors, je fais une différence avec ce que j'appelle les fruits séchés. Alors, les fruits séchés, pour moi, qu'est-ce que c'est? Ce sont par exemple les abricots secs, les dattes, les figues séchées. Et puis, vous avez toute une série de fruits qui ne sont pas exactement des fruits séchés, mais qu'on trouve maintenant de plus en plus dans les supermarchés, souvent dans les rayons annexes dans les galeries commerçantes. Ce sont les fruits qui ont été déshydratés, mais qui sont au départ sucrés, hein, qui ont été plus ou moins semi-confits. Les fraises, les kiwis, les ananas, les caramboles,
les pêches, les poires, etc. C'était déshydraté sous vide. C'est plus complexe que ça. Moi, j'ai déjà acheté, par exemple, de l'ananas déshydraté naturel et de la mangue déshydratée naturelle. C'est séché, alors là, c'est carrément séché, mais ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a pas eu de sucrage préalable, il n'y a pas eu de cuisson préalable. On a simplement mis des tranches ou des morceaux d'ananas dans un déshydrateur. Et puis, vous avez un petit morceau de fruit qui est tout à fait fripé, qui est brun, qui est ocre très foncé. Vous le mettez en bouche en vous demandant qu'est-ce que vous allez avoir comme saveur, et vous avez la saveur qui arrive après et le goût un petit peu sucré acidulé qui arrive après. Mais par contre, ça n'a aucune présentation. Quand vous voyez les belles tranches d'ananas bien jaunes qu'on vous vend comme de l'ananas séché dans ces magasins-là, ce sont des fruits qui ont au départ été resucrés avant. Ah oui. Sinon, ils ne garderaient pas cette forme-là, ils se déshydrateraient beaucoup plus. Or ici, ils gardent la forme quasiment qu'ils avaient au départ. Les fruits que tu comptes mettre là vont pas donner une note sucrée. Alors si justement, ils vont donner une note sucrée, mais on n'est pas obligé de les mettre parce que ce que j'allais vous dire, c'est que dans toutes les catégories de choses que je viens de vous citer, vous n'êtes pas obligé de mettre, disons, de tout. Vous pouvez mettre, par exemple, toutes les premières choses que je vous ai citées parce que c'est la base, mais les fruits séchés, par exemple, vous ne devez les mettre qu'en fonction, je dirais, de la typicité de votre plat. Je m'explique. Imaginons que vous fassiez un Buddha bowl dans lequel vous mettiez à un moment donné du roquefort, vous mettez éventuellement 2-3 lanières de magret de canard fumé, ben vous pouvez très bien mettre avec ça 1 ou 2 pruneaux séchés que vous allez couper finement. Donc ça va très bien s'accorder. Maintenant, si vous mettez des produits comme par exemple des crevettes, vous pouvez très bien mettre de l'ananas avec, ça va très bien marcher. Mais si vous mettez, que sais-je, moi je vais essayer de trouver un contre-exemple, si vous mettez, admettons, du poulet, je ne vois pas pourquoi vous iriez ajouter des fraises, par exemple, en même temps. Ça ne sera pas très heureux. Ouais. Donc, je crois que les fruits ne sont pas toujours nécessaires, ne sont pas non plus obligatoires. Vous ne les mettez que s'ils s'harmonisent avec le reste, évidemment. Et alors, forcément, la sauce, et ça, je vais en reparler plus tard, va devoir tenir compte de cet aspect-là. Okay. Alors, donc, vous avez tous les fruits séchés. Je vois qu'il y a des gens qui mettent aussi des amandes effilées. Oui, les amandes effilées, ça rentrait dans la catégorie des fruits secs. Oui, oui. Ok. Un autre ingrédient que je vois, c'est du maïs. Oui, ben le maïs, lui, il va entrer dans tout ce qu'on appellera, disons, les légumes de chair. Même si le maïs n'est... vous savez, il y a des choses qui sont un peu mixtes. Le maïs contient évidemment de la fécule, puisqu'il y a la fécule de maïs, c'est une céréale. Disons qu'on peut le mettre à la fois dans les légumes si c'est un produit qui est vraiment en conserve. Il peut servir de légumes. Il peut à la fois être un féculent. Bon, il entre dans plusieurs catégories. Un légume que tu oublies de citer, c'est l'avocat, justement. Ah, mais j'allais le citer. J'allais citer les extraits, en fait, après. Okay. Alors, vous avez également les fruits. Alors, quand je dis les fruits, ce ne sont plus les fruits secs ni les fruits séchés, ce sont les fruits frais. Alors, de nouveau, si vous aimez donner la pomme, bien sûr, mais vous avez également tout ce qui est fruits pochés. Rien ne vous empêche de mettre, par exemple, de la pêche en conserve, de la pêche en boîte, de la pêche pochée, de mettre de l'abricot frais ou de l'abricot poché, de mettre de la poire, de mettre de l'ananas, de mettre du kiwi. Vous voyez, donc il y a moyen, il y a bien sûr de l'orange. Allez, imaginons, vous faites un Buddha bowl dans lequel vous faites intervenir de nouveau de la viande de canard, par exemple. Vous pouvez très bien associer viande de canard et orange dans ce cas-là. Ça marchera très très bien. Alors de la viande orientale avec de la mangue. Et de la viande orientale avec de la mangue. Alors il y a également un fruit qui entre très très bien dans la composition du Buddha bowl. Ce sont les graines de grenade, par exemple, qu'on va mettre un petit peu parsemées au-dessus du tout et qui vont servir finalement un peu d'assaisonnement. Donc il y a vraiment toute une série de choses possibles. Ce qu'il faut, c'est essayer de s'inspirer, je dirais, d'associations qui ont fait leur preuve dans d'autres plats de cuisine. Et à ce moment-là, en règle générale, ça peut marcher. Alors, il y avait les extras. Alors, les extras, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple, on vient d'en parler, l'avocat. Alors, l'avocat, il apparaît quasiment dans tous les Buddha bowls et on peut difficilement le ranger dans une catégorie, si ce n'est qu'il fait partie de plusieurs. C'est à la fois une matière grasse, étant donné qu'il contient énormément de matière grasse. C'est également un fruit, puisque c'est un fruit par nature d'un point de vue botanique. Mais ce n'est pas vraiment un féculent, ce n'est pas évidemment une céréale, ce n'est pas non plus une légumineuse, ce n'est pas un légume de chair, ce n'est pas non plus un légume feuille. Disons que l'avocat est un petit peu à part. Je dirais qu'on peut le mettre quasiment à chaque salade,
sans que ce ne soit un problème. On considère évidemment qu'avec un avocat pour 2 ou 3 personnes, c'est suffisant, pas question d'en mettre un entier, étant donné sa richesse en calories, bien entendu. Hein. Et alors, vous avez également tout ce que j'appelle les graines. Alors, les graines, c'est de la toute grande mode maintenant pour les salades. On trouve maintenant ces graines un petit peu comme on trouve des graines pour les oiseaux. Hein. Vous avez des mélanges spéciaux pour salade. Il y a un petit peu de tout. Vous avez, je dirais, du tournesol, vous avez de la nigelle, vous avez du sésame sous toutes ses formes, et on trouve parfois même ces graines-là mélangées dans des mélanges qui sont déjà tout prêts, et il n'y a plus qu'à saupoudrer sur la salade. Alors un petit point encore, c'est parler de la sauce. Alors, le Buddha Bowl, le plaisir, et bien souvent sur les photos, on voit comme ça une sauce qui est au centre, là, ou éventuellement qui a été mise au cornet ou avec une fine poche à douille et qui fait des marquages, des zébrures sur toute la salade. C'est la vinaigrette, ça, ou l'assaisonnement? C'est de l'assaisonnement. Et alors justement, je vais en parler donc un petit peu plus en détail. On n'utilise pas pour le Buddha Bowl les 2 types de sauces qui sont les suivantes. On ne prend pas par exemple une mayonnaise traditionnelle dans laquelle la cuillère à café tient debout tellement elle est épaisse. Et à l'inverse, on ne prend pas non plus, en règle générale, ce qu'on appelle une vinaigrette translucide. Donc ce serait une vinaigrette qui ne serait composée que de vinaigre, sel, poivre, huile. On prend une sauce intermédiaire qui est une vinaigrette blanche ou qui est par exemple une mayonnaise très détendue. Alors, initialement, vous avez des sauces de type vegan qui étaient utilisées. Maintenant, c'est parfois, et puis on n'est pas tous vegan bien entendu, c'est parfois un petit peu plus compliqué de s'en procurer, donc il y a plusieurs possibilités. Si on veut rester dans un esprit un peu light comme ça, on prend du yaourt à la grecque par exemple, hein, et on va l'assaisonner, sel, poivre, on va mettre des herbes, on va mettre de la ciboulette, on va mettre du basilic, on va mettre du pesto, on va mettre des tomates séchées, on peut mettre également de l'ail, on peut mettre des olives concassées. Donc on a vraiment toutes les variantes possibles de choses qu'on peut ajouter, de l'échalote bien entendu, des jeunes oignons. Hein. Donc ça peut être une première base. On peut également utiliser, moi c'est ce que je ferais, c'est utiliser une mayonnaise allongée. Alors une mayonnaise allongée, il y a plusieurs manières d'utiliser la mayonnaise avec un allongement. C'est d'ajouter du yaourt, c'est d'ajouter de la crème fraîche, c'est d'ajouter du lait de soja par exemple, de manière à ce que la mayonnaise soit plus fluide que ce qu'elle n'est traditionnellement, telle qu'on est habitué de la manger avec des frites. Hein. Donc une mayonnaise du commerce. Ça peut être une mayonnaise du commerce, mais on peut aussi faire sa mayonnaise maison, évidemment. Hein. Ouais. Vous faites votre mayonnaise et puis, on part d'un seul jaune d'œuf, on n'est pas obligé d'en mettre 5. Hein. On part d'un seul jaune d'œuf, un peu de vinaigre, un peu d'huile, une petite pointe de moutarde. On réalise sa mayonnaise et puis après, on ajoute un peu de crème fraîche liquide et on a une sauce tout à fait agréable, tout à fait suave. Et si on veut rester dans un esprit un petit peu plus végétarien, on ajoute simplement du lait de soja ou bien de la crème de coco, par exemple. Mm-hmm. Alors voilà ce qui concerne les sauces qu'on peut bien entendu personnaliser. Imaginons, vous faites un Buddha Bowl dans lequel vous mettez, comme vous aviez dit Marc tout à l'heure, de la mangue, vous mettez du poulet. Vous pouvez très bien faire une sauce mayonnaise allongée que vous allez assaisonner au curry et dans laquelle vous allez mettre par exemple des tout petits morceaux de banane ou des morceaux de pommes vertes et vous allez garder comme ça, voire même vous allongez votre mayonnaise avec du jus de pomme, pourquoi pas. Donc il y a toute une série de choses qui sont possibles, il suffit d'avoir un tout petit peu d'imagination et d'oser inventer, d'oser innover, d'oser créer. Voilà un bon exemple. Est-ce que tu as d'autres exemples ? Ben oui, on peut très bien, par exemple, faire un Buddha Bowl de type ibérique, par exemple. Hein. Donc, on part d'une roquette, on met de la tomate, on met du poivron, on choisit évidemment tomate et poivron de couleurs différentes. On peut mettre plusieurs variétés de poivrons, bien entendu. On met également du riz, hein, puisque le riz est quand même la grande céréale, je dirais, qu'on le retrouve dans la paella espagnole. Ce riz, bien sûr, il sera froid. Vous l'aurez assaisonné avec de l'épice à paella. Comme vous mettez de l'œuf dur, bien entendu. Et puis, pourquoi pas mettre du chorizo en morceaux au niveau des protéines. Vous pouvez également mettre des haricots rouges, par exemple. Vous mettez des olives noires, vous mettez des olives vertes. Et vous avez comme ça un plat qui a une connotation, je dirais, tout en respectant l'idée du Buddha Bowl, vous avez une connotation espagnole ou portugaise. Si je veux donner une connotation grecque, par exemple, avec de la feta.
Eh bien, on met de la feta. Alors, vous pourriez très bien à ce moment-là, comme salade, utiliser du pourpier. Alors, le pourpier, mais attention, hein, il y a toutes sortes de pourpiers. D'ailleurs, je vais en faire la culture prochainement, l'année qui vient. Il y a le pourpier qu'on trouve dans le magasin, qui est le pourpier feuille cultivée, mais vous avez également le pourpier sauvage, qui est le pourpier rouge. Alors, si vous allez voir sur Internet, vous verrez, j'ai eu dans des bacs de plantes, une plante un peu bizarre qui avait poussé il y a quelques années, et je me demandais ce que c'était. Et alors, je suis allé voir sur Internet et je trouvais que c'était du pourpier. Alors, le pourpier, c'est une plante, je parle pour sa variété, disons, sauvage, qui est une plante qui est extrêmement vivace. Et je regrette d'avoir, je dirais, jeté régulièrement le pourpier qui envahissait mes jardinières. Je le jetais à la poubelle comme une plante indésirable. Ah oui, alors que j'aurais pu le manger et en faire d'excellents repas. Alors, le pourpier, vous utilisez les pousses les plus jeunes en crudité, et puis vous utilisez les pousses les plus grosses en les faisant blanchir tout simplement. Alors le pourpier, il est vraiment, c'est vraiment une herbe de santé qu'on néglige. Vous allez semer un peu de pourpier dans une jardinière sur votre balcon, même si vous n'avez pas de jardin proprement dit, vous allez voir, ça va pousser comme une mauvaise herbe, vous en aurez toute l'année. Donc vous mettez du pourpier. Alors pour donner cette connotation bien sûr un petit peu grecque ou crétoise, vous mettez des escargots également, ce qui marche très très bien. Et puis vous mettez des amandes, vous mettez éventuellement pourquoi pas de l'abricot séché. Des olives. Vous mettez éventuellement des olives. Attention, mettre en même temps, disons, des olives et mettre des abricots, c'est peut-être pas très heureux. Il vaut peut-être mieux, disons, dissocier. Hein. Mais voilà. Alors, comme pâte, vous utilisez à ce moment-là les petites pâtes grecques qui ressemblent un petit peu à des langues d'oiseau. Là, comme des gros grains de riz, voilà. Ah, oui. Et vous utilisez ça, bien sûr. Alors, vous voulez donner comment dirais-je moi, une connotation un petit peu plus est-orientale de la Méditerranée. À ce moment-là, vous partez sur du boulgour. Hein. Vous partez un petit peu sur une recette de boulgour avec du persil plat. Vous mettez de la tomate, vous mettez des dattes, vous mettez éventuellement des produits de type cuisine marocaine, cuisine libanaise ou israélienne, par exemple. Il y en a qui mettent du houmous. Du houmous, voilà, par exemple. Et puis hop, une petite feuille de menthe. Une petite feuille de menthe, bien sûr. Donc, il y a vraiment moyen de donner une typicité à ce Buddha bowl. On pourrait même envisager un Buddha bowl un petit peu type salade liégeoise, il n'y a aucun problème. Hein. Avec des haricots. Vous mettez du haricot, vous mettez de la mâche, vous mettez... Alors oui, tiens, je n'ai pas encore dit. Vous voulez utiliser de l'oignon ou de l'échalote, pas de problème. Bien sûr, on peut le mettre cru. Mais vous pouvez également faire des rouelles des bracelets d'oignons frits. Donc, j'explique comment on fait. Vous prenez des oignons pas trop gros. Vous les émincez... Bon, bien sûr, on les épluche, évidemment. On les émince en tranches d'à peu près 1/2 centimètre de manière transversale. Donc, on les coupe, disons, dans le sens de l'équateur. On défait les bracelets. On les trempe dans du lait qu'on a assaisonné avec un peu de sel et un peu de poivre, et puis on les passe dans de la farine, et puis on les met directement en friture, et on les ferait frire évidemment, et on a comme ça des bracelets d'oignons frits. Si on ne veut pas, disons, avoir la complication de les faire soi-même, on peut très bien acheter dans les magasins orientaux de l'oignon frit qu'ils mettent généralement dans les potages, en garniture des potages au dernier moment, et ça va donner du croquant, du croustillant à votre bol de salade. Et si on veut maintenant utiliser l'oignon ou l'échalote en tant que légume proprement dit, alors là je vous conseille de faire de la manière suivante. Vous prenez vos oignons, vos échalotes, vous enlevez la petite racine, vous enlevez le dessus, donc le plumet de l'oignon ou de l'échalote, vous gardez une seule peau. Bien sûr, vous lavez à l'eau pour éviter qu'il n'y ait éventuellement de la terre qui puisse rester, et vous emballez vos oignons, vos échalotes dans de l'aluminium. Et puis vous cuisez au four à peu près, je dirais approximativement 1 heure à 180 degrés, mais ça en réalité il faut tester. Après une demi-heure, les échalotes vous testez déjà, et les oignons il faut compter 40-45 minutes, et puis vous testez. Si l'aiguille passe sans aucun problème, c'est que c'est cuit. Et puis vous déballez, l'échalote vous pouvez la servir entière, tandis que l'oignon, bien souvent, on les coupe en deux. C'est plus joli au niveau de la présentation. Gros, oui. C'est un peu gros, voilà. Alors je vois ici, il y en a qui ont mis des champignons. Oui, bien sûr, des champignons. Bien sûr, ce sont tous des légumes que je n'allais pas citer évidemment tous les légumes, mais le champignon va faire partie, disons, des légumes de chair, et le radis également, bien entendu. Mais le radis a quand même un goût prononcé, donc faut l'utiliser avec on n'est pas obligé d'en mettre 50 non plus. On en met 3-4 par personne, bien entendu, pas plus. Donc voilà, c'est une façon de commencer l'année sainement, sur les bonnes résolutions.
de manger plus sainement, de faire attention à sa ligne, faire attention à ce qu'on mange. Et c'est une excellente idée, ça, le Buddha Bowl. On peut en manger quasiment tous les jours. Si on peut varier, je dirais, et qu'on aime, évidemment, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. Parce que moi, je me souviens quand mes parents servaient de la salade folle dans leur restaurant. Alors, c'était plutôt un snack, un estaminet. T'avais encore des gens qui étaient... Tu sais, comme quoi les préjugés sont vivaces. Des gens qui regardaient ça en faisant « Oh, mais c'est de la nourriture de lapin !» Oui, tout à fait. Mais oui, tout à fait. Voilà. Et j'espère que je vais pouvoir vivre comme un lapin. C'est-à-dire... La seule chose qui est un petit peu un empêchement du Buddha Bowl à percer n'importe où, c'est que c'est relativement peu adapté à la personne seule. C'est-à-dire? Ben pourquoi? Parce que il y a 7-8 ingrédients différents qui sont généralement des ingrédients frais et dont il faut pouvoir disposer. Et alors forcément au niveau des achats, il faut être très très intelligent dans ces achats pour pouvoir par la suite utiliser ce qu'on n'a pas utilisé le premier jour. Oui, ou alors est-ce qu'il existe déjà des restaurants qui proposent des Buddha Bowl ça doit exister, évidemment. Maintenant, on peut toujours s'arranger en disant, je vais utiliser une petite boîte de haricots blancs. Si j'ai 2 fois trop, je les utiliserai le lendemain pour une autre salade ou pour autre chose. Mais c'est vrai que, allez, on va acheter un poivron rouge, on ne saura utiliser que la moitié. On va acheter, du riz, on va acheter toute une série de choses. Il faut pouvoir gérer les restes. Et c'est vrai que si on est tout seul, le Buddha Bowl, ça fait utiliser toute une série de choses différentes dont on ne sait pas toujours ce qu'on va faire du reste. Et ça, si on doit jeter après, ce n'est pas intéressant. Moi, j'ai une proposition à faire aux auditeurs parce que c'est quelque chose que j'ai vu dans certains endroits où j'ai travaillé. Une fois par semaine, vous êtes 4 collègues, amis, vous mangez ensemble. Il est quand même recommandé de ne pas manger seul à midi, c'est-à-dire vous entendez bien et vous vous donnez un défi, une espèce de concours comme ça, un peu à la Masterchef si vous voulez. Maintenant. Et toutes les semaines, vous dites, voilà, le jeudi, à chacun son tour apporte le repas qu'on va manger à midi à la cantine. Eh bien, ce serait l'idée pour vous de faire un Buddha Bowl en 4 portions. Et donc là, vous aurez assez avec ce que vous avez acheté. Évidemment. Quand ce sera votre tour. Et puis la fois suivante, ce sera le tour de quelqu'un d'autre de venir vous nourrir en vous donnant des surprises. Vous pouvez toujours lui dire, s'il manque d'idées, de venir d'écouter notre podcast. Et puis, sans aucun problème, vous tapez Buddha Bowl sur Internet, vous demandez la fonction image, vous allez avoir des dizaines, pour ne pas dire plus, des dizaines d'idées différentes. Plus belles, je dirais, les unes que les autres, tellement les couleurs peuvent s'agencer et vous essayez de respecter un petit peu l'esprit que je viens de vous insuffler en disant il faudrait qu'il y ait pour chacune des catégories au moins un représentant. Et bien souvent les bols qui sont bien faits tiennent compte de ça. Hein. Vous avez à la fois un légume chair, un légume feuille, une protéine, un féculent. Donc, il n'y a pas de problème. Ou alors, une autre chose que vous pouvez faire pour rigoler, si vous allez dans un restaurant du type qui propose des salades bar, comme on en a parlé, on a évoqué ça au début de l'épisode, vous allez chez eux et vous leur demandez si vous pouvez faire un Buddha Bowl avec... Vous voulez juste un Buddha Bowl, juste le salade bar. Donc, vous demandez une grosse assiette, parce que souvent, ils te donnent une petite assiette pour faire ta salade d'entrée. Tu demandes juste un gros bol et tu veux faire ton Buddha Bowl avec ce qu'il y a sur le buffet. Mais il y a maintenant des restaurants qui ont choisi une manière un peu différente de facturer leur crudité. C'est que il y a tout un choix de crudité et de féculents possibles. Vous avez des récipients et puis après, quand vous passez à la caisse, on pèse. Et vous ne payez que le poids de ce que vous avez. Évidemment, on ne fait aucune différence entre le poids ou le prix, en tout cas, de la carotte et le prix du chou rouge. Hein. Non, on ne met pas le steak, hein, mais je parle uniquement pour la crudité. Et vous ne payez finalement que le poids. Alors, vous prenez une grosse assiette, vous payez plus cher. Vous prenez une plus petite assiette, vous payez évidemment nettement moins cher. Je dois t'avouer, à la cantine du bureau où je travaille ici, c'est comme ils ont implémenté ce système il y a quelques mois. Ils ont pas afin de faire des économies, soi-disant, parce que maintenant tout le monde veut faire des économies, c'est très à la mode depuis quand même une trentaine d'années. Ils ont changé la façon d'opérer. C'était valable sur les salades bars, maintenant ils ont entendu ça même au buffet de plats chauds. En fait, tu payes au poids.
Et donc, que tu prennes du riz froid, parce qu'ils ont quand même un espèce de grand salad bar, et tu peux créer en fait l'équivalent d'un Buddha Bowl. Maintenant, donc tu peux prendre la salade, mais tu peux aussi aller prendre par exemple une cuisse de poulet qu'il y a sur les réchauds, et tu payes, c'est le même prix pour tout. Et je trouve ça un peu agaçant parce que qu'il y a quand même des ingrédients qui valent plus cher que d'autres. Oui, J'imagine qu'ils s'y retrouvent, mais quand je regarde, les gens sont là, oh. Et puis, tu sais, comme tu peux te servir, tu as tendance à remplir l'assiette ou le bol, parce que tu peux prendre des bols pour après emporter. Tu as tendance à le remplir jusqu'à ras-bord. Hein. Tu n'as pas tendance à remplir en fonction de ce que tu as faim, de ton appétit ou de la quantité que tu veux, parce que bien sûr, la balance, elle n'est qu'à la caisse, elle n'est pas au milieu. Et on est parfois surpris quand on arrive à la caisse. Voilà, tu as des surprises, tu fais « Ah ! Ok, bon. » Oui, et puis bon, tu sais pas faire marche arrière, tu sais pas les remettre en disant « Ah non, j'en veux plus. » Oui, tout à fait. Et puis là-dessus, on est obligé de manger le tout si on ne veut pas y perdre, évidemment, comme c'est payé. Ouais, éventuellement tu peux. On peut laisser, mais enfin, généralement, quand les gens laissent, moi j'ai quand même remarqué une chose, hein, les gens laissent dans leur assiette quand ils ont payé un prix forfaitaire, ou quand c'est gratuit ou soi-disant gratuit. Hein. Quand on vous dit, voilà, oui, crudité en libre service gratuit si vous prenez une pizza, les gens sont prêts à se faire des assiettes énormes et puis après ils en laissent la moitié. Mais dès le moment où ils ont payé au poids, quand ils arrivent à la caisse, bon, ils tiquent quand ils doivent payer. Et puis après, ils se disent, mais bon, j'ai payé, je vais pas laisser, justement. Hein. Oui, en effet. Donc, c'est pas une mauvaise chose, d'un autre côté, qu'on puisse dire, tiens, on paye réellement ce qu'on mange, mais quand on dépasse, c'est bien, bon, comme on a payé, on se sent obligé de tout manger. Hein. Et la fois suivante, on est plus prudent. En effet. Ok. Ce sera tout sur les Buddha Bowl ? Ce sera tout. Ce que j'ai surtout expliqué, c'était, disons, un petit peu tout ce qu'on peut mettre dedans. Et surtout, je dirais, tout ce qu'il faut veiller à mettre pour avoir quelque chose d'équilibré. Eh bien, soyez créatifs. N'hésitez pas à partager votre photo de Buddha Bowl que vous aurez concocté vous-même chez vous sur notre page Facebook. On a une page Facebook qui est encore assez active et je vous remercie pour tous ceux qui viennent justement mettre un avis et qui viennent partager nos publications. Allez-y, faites la prochaine fois que vous faites une photo, venez nous la partager là, ou alors venez nous la partager sur Twitter. Et puis, ce qui serait bien quand vous recevez un truc qu'on ne dit pas, mais vous pourriez très bien faire une soirée Buddha Bowl. Hein. Vous recevez des collègues, vous recevez des amis. Vous prévoyez, évidemment, il faut faire un petit peu d'achat, il faut prévoir large, mais comme ce sont des ingrédients que vous allez mettre sur vos plats et qui ne seront pas assaisonnés, vous pouvez très très bien les réutiliser le lendemain. Il vous reste de la tomate, il vous reste du poivron, il vous reste, je dirais, de la courgette. Vous pouvez très bien faire une sauce provençale ou une ratatouille. Et vous avez des céréales, il n'y a aucun problème. Vous les réunissez toutes, hein, bien sûr, pour les présenter sur le buffet, vous les gardez séparées, mais une fois que c'est terminé, vous les réunissez toutes et vous avez de nouveau un accompagnement de céréales possible pour un autre plat le lendemain, quitte à les surgeler. Donc là, vraiment, ce n'est pas trop perdu si vous avez un peu trop de marchandises. Et ça peut être intéressant. Chacun se sert de ce qu'il veut. Celui qui aime bien le chou rouge, il en prend. Celui qui aime le maïs, il en prend. Celui qui n'aime pas, il n'en prend pas. Ça peut être quelque chose de fun, finalement. Et puis, on peut faire ça en toute saison, j'imagine. Ah bien sûr, puisque maintenant, il y a des légumes en toute saison, hein, Dieu merci. Et on a toutes les catégories. Les épinards, on les trouve en hiver, de la mâche également. On n'est pas obligé d'attendre le printemps. Vous avez maintenant des poivrons à des prix, je dirais, quasiment aussi intéressants que ceux du plein été. Donc, il n'y a aucun problème. On a à peu près tout ce qu'on veut maintenant. On peut faire ça, par exemple, pour faire la fête quand on invite ses amis pour aller regarder des matchs de la Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Et comme ça, les femmes peuvent venir avec. Et puis, c'est quelque chose qui généralement plaît aussi autant aux hommes qu'aux femmes. Oui, maintenant, je ne sais pas les hommes s'ils apprécient le Buddha Bowl autant que les femmes. Parce qu'il y a toujours autour de cette notion d'assiette de crudité, la notion régime féminin. Hein, et les hommes ne sont pas forcément toujours sensibles à ce genre de choses. Les hommes modernes, les millennials, métrosexuels, comme on dit, ce genre-là sont un peu plus soucieux de leur apparence, justement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Ils achètent des cosmétiques pour eux maintenant. Ils se mettent de la crème de jour, de la crème de nuit sur le visage. Et puis, ils aiment aussi, ils apprécient manger un petit... Et puis, un peu plus sain. Et puis, manger sainement commence à être un petit peu à la mode. Je vois qu'il y a de plus en plus de polémiques qui commencent à apparaître sur les réseaux sociaux.
Déjà, on a évoqué qu'on allait parler de l'avocat plus précisément dans quelques semaines parce que, justement, ceux qui nous suivent sur Twitter, donc @parlescuisine, c'est notre handle Twitter, auront vu que j'ai partagé un article concerne une étude qui a été faite par un... Donc c'est un article de Public, je sais, c'est pas la grosse source, mais apparemment le site de dating américain Zoosk a sondé les personnes qui font des rencontres sur des apps, parce qu'apparemment maintenant on se parle plus, on se rencontre à travers des apps. Eh bien, le premier sujet qui permet d'augmenter vos chances de rencontre et de match, c'est justement la cuisine. Et il liste une série d'ingrédients qu'on va reprendre pour justement faire un épisode spécial pour vous augmenter vos chances de rencontre si vous êtes célibataire. Et puis si vous n'êtes pas célibataire, ça peut toujours être une bonne raison pour cuisiner vous-même. Parce qu'il y a des ingrédients, c'est pas spécialement les ingrédients dont on a déjà parlé l'an dernier lors de notre série sur la cuisine aphrodisiaque, que je vous invite à réécouter d'ailleurs. Il y a eu énormément de succès. Mais bon, on va parler de ça. Qu'est-ce qu'on a aussi partagé, c'est sur notre page Facebook, c'est cette vidéo sur les additifs. Apparemment, dans une école en Australie, ils ont essayé pendant un mois de supprimer tous les additifs et pesticides du menu des enfants et ils ont eu des résultats plus qu'intéressants. Enfin bon, chaque fois que je tombe sur des sujets intéressants qui méritent qu'on parle et qui justement permettent de parler cuisine, j'hésite pas à les partager soit sur le fil Twitter, je remercie tous ceux qui nous ont rejoints là-dessus, et sur la page Facebook. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, Guy ? Ce sera tout pour aujourd'hui. Alors avant de partir, justement, je vous avais promis que j'allais parler de comment nous laisser une évaluation sur iTunes. Pourquoi l'évaluation sur iTunes est intéressante et importante pour nous ? Parce que nous venons, ce mois de janvier 2018, d'intégrer, le podcast Parler Cuisine a intégré le classement Podcastéo. C'est quoi le classement Podcastéo ? Si vous allez voir vous tapez justement podcastéo.fr, c'est un agrégateur, c'est un site qui fait le suivi de tous les podcasts indépendants français. Donc, parce que si vous regardez sur les applications de podcast, vous voyez qu'il y a beaucoup de replays de radio. C'est de la radio à la demande. Et il y a un petit peu de friction comme ça entre les gens comme nous, qui font des épisodes uniquement pour être publiés comme podcast, et puis les radios qui recyclent leur programme, qui de toute façon ils produisent, en podcast. Et eux ne se concentrent que sur les podcasts indépendants français. Donc, et chaque mois, ils publient un classement. Et ce classement dépend notamment du nombre d'évaluations qu'on reçoit sur iTunes. Donc, si vous nous en donnez... Maintenant, vous prenez 5 minutes pour le faire, ça va nous faire augmenter au classement et nous, on va être contents parce que ça permet d'avoir un peu plus de visibilité. Alors, je vous invite à aller voir podcastéo.fr, je vais mettre un lien dans les notes de l'épisode, parce que ça permet d'aller découvrir tout plein d'autres podcasts indépendants et il y en a des super intéressants. Ça peut être sur Winston Churchill, ça peut être sur le cinéma, il y a plusieurs sur le sport, sur le foot, ça peut être il y a pas mal de podcasts féministes aussi, ça peut être des grands classiques comme l'apéro du Capitaine, le rendez-vous tech, et puis il y a le nôtre, on est arrivé au 46e position, premier classement de Parler Cuisine en 46e position sur 164. Donc ça va. Il y a même des podcasts qui parlent de bière. Je vois ça, il y a des podcasts qui parlent de tout, il y a même un podcast qui parle de Sardou, Michel Sardou. Ça, c'est vraiment du fancast, comme on appelle ça en Amérique. Il y a de tout. Franchement, je vous invite à aller voir parce qu'il y a de quoi faire des découvertes. Apparemment, il y a pas mal de podcasts qui ont été créés récemment et qui valent la peine d'être écoutés. Personnellement, je préfère écouter les podcasts parce que c'est du média citoyen, c'est pas des informations. On n'est pas financé par les impôts, donc pas comme Radio France ou la RTBF en Belgique, qui justement ont les moyens considérables et qui font des émissions comme ça, Coca-Cola, qui sont censées plaire à tout le monde. Tandis que les podcasts indépendants sont censés plaire qu'à ceux qui ont choisi de les écouter. Et c'est pour ça que je vous en suis infiniment reconnaissant. Donc si vous voulez nous laisser un avis sur iTunes et que vous avez un appareil de type iPhone, ou si vous n'en avez pas, vous piquez celui de votre voisin, de votre collègue ou de votre beau-frère qui a un iPhone et qui se vante. Vous allez voir l'application Podcast. Donc vous faites rechercher, petite icône en bas à droite, rechercher. Et c'est uniquement en suivant ça que ça passe.
J'ai essayé plusieurs moyens. Pendant les fêtes, j'ai essayé de convaincre mes amis et ma famille de nous laisser un avis. Et j'ai essayé plusieurs moyens et ça ne marchait pas. Donc, celui qui marche, vous tapez sur rechercher, vous recherchez Parler Cuisine. Et ça va vous proposer notre podcast. Je suis en train de le faire en même temps, histoire de vérifier que je ne me trompe pas. Vous allez avoir en premier, vous allez avoir 2 sections. En premier, c'est les podcasts et en dessous, les épisodes. Vous tapez sur podcast, vous tapez sur l'icône et dessus, vous tombez sur la présentation de Parler Cuisine. Et vous descendez, et vous arrivez sur les classements et avis. Et là, vous pouvez toucher pour noter 5 étoiles. Ça fait plaisir. Vous pouvez en mettre 4, vous pouvez en mettre 3. Je vous demanderai juste si vous en mettez moins que 5, de nous dire pourquoi, de laisser un avis. Et en dessous, vous avez une option de rédiger un avis. Alors, pas tout le monde rédige un avis, parce que je vois qu'on vient de recevoir notre 10e avis sur iTunes France. Le 10e, c'est... et alors qu'il n'y a que 4 personnes qui ont rédigé un avis. Donc, il y a 5 personnes qui ont mis des étoiles. 10 personnes qui ont mis des étoiles et seulement 4 personnes qui ont rédigé un avis. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir savoir qui on doit remercier. Donc, tout simplement mettre un avis et puis signer de votre pseudo, on va le mentionner, ça nous fera plaisir. Et surtout, ça va aider notre podcast à grimper dans le classement de Podcastéo, qui apparemment est suivi par pas mal d'amateurs de podcasts en France. Je leur dis bonjour d'ailleurs. Et ça nous permet aussi de grimper dans les résultats d'iTunes, ça nous permet d'être découverts par plus de monde. Si vous pensez que notre podcast mérite d'être connu, et que vous voulez nous remercier pour tout le temps et l'énergie que nous avons mis dans la préparation de cet épisode et dans les épisodes suivants, eh bien, ce sera le moment ou jamais de maintenant, une fois que vous aurez terminé d'écouter cet épisode, de passer 5 minutes à aller nous laisser un avis. Ça nous fera infiniment plaisir et d'avance, je vous remercie infiniment. Voilà. Maintenant, l'heure est venue de nous quitter. Guy, est-ce qu'on a une idée pour le prochain épisode ? Ah, je n'en ai pas, mais toi, tu en as certainement, donc il n'y a pas de problème. Attends que je regarde le planning. On a un calendrier maintenant. Eh bien, oui, justement, on va préparer le 14 février. Ben voilà. On va parler de ce qu'on avait dit. Ce qu'on avait dit. Voilà. Donc ça, moi, j'ai intitulé dans le projet Cuisine de drague. Voilà. On va s'adresser à ceux qui draguent avec leur téléphone. Voilà. Donc merci à l'écoute. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Ça nous fait très plaisir d'avoir passé cet instant avec vous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Et bien, à bientôt. Au revoir.